Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 18 juillet 2014. Mon nom est Bruno Lalonde. Ouais, c'est la troisième fois que je recommence la vidéo. Petit problème technique. C'est lassant. C'est lassant. Mais bon, on ne lâche rien. Espérant que ça... Et puis en plus, elles étaient longues, les deux qui précèdent celle-ci. Alors, peut-être que là, je vais être plus bref. Enfin, vous n'en saurez rien parce que vous ne pourrez pas les comparer. Donc, au troisième jour de ce camp d'entraînement de lecture, le 8 juillet 2014, je lisais ceci de Fernand Dumont, Récit d'une immigration. C'est une autobiographie intellectuelle qui nous relate le parcours de Fernand Dumont qui a grandi dans un milieu ouvrier et qui a accédé au savoir universitaire, devenu prof de philo, prof de sociologie également. Et il nous raconte cet arrachement à ce milieu d'origine, à celui qui l'a conduit au savoir universitaire. Et ce récit d'une immigration, le parcours d'un individu, se conjugue avec celui d'une nation. De même que le Québec a été arraché à un passé qui était lent, hein, si on peut dire, eh bien, est entré rapidement et sans préparation dans la modernité. La fameuse grande noirceur s'est dissipée sans doute trop rapidement. Et cette grande noirceur-là, eh bien, où on a vu l'Église assurer une mainmise sur les esprits, l'Église qui avait joué son rôle de rassembleur lors de l'insurrection manquée de 1837 et qui n'a eu de cesse de collaborer avec l'envahisseur anglais tout en pratiquant un double langage, tout en posant les bases d'une histoire commune qui n'était pas le total parfait reflet de la condition québécoise. Mais on ne peut pas tout rejeter dans cette, je dirais, dans cette historiographie qu'a fait l'Église de la situation de l'histoire du Québec. On ne peut pas tout rejeter, car là-dedans, il y a des éléments qui sont exacts. Mais cela correspondait également à une vision idéologique qui correspondait à une vision idéologique d'une classe supérieure, c'est-à-dire la petite bourgeoisie canadienne-française qui avait besoin d'un statu quo politique afin de continuer à prospérer et de collaborer. Vous voyez? Alors, qu'est-ce que c'est donc Récit d'une immigration? C'est le passage d'un monde ancien à un monde neuf, sans préparation, et avec des attaches, avec des sédiments fragiles, car nous n'appartenons pas à une vieille culture. Oui, notre histoire commune de France remonte à Descartes, remonte à Molière, mais nous en sommes séparés depuis le premier colon. Et nous avons, tant bien que mal, rapaillé, hein, rassemblé, si vous préférez, de manière fort fragile, de manière fort précaire, des éléments constitutifs de notre culture. La précarité, la pauvreté et la intellectuelle et le substrat de notre mental, si je peux dire. Alors, c'est pas facile, situation pas facile. Alors, il nous raconte, il se pose également la question s'il n'a pas transposé son cas individuel à lui, et qu'il n'en a pas fait un cas universel. Il se pose également la question qui suit immédiatement, n'est-ce pas là le travail philosophique que de se poser des questions
individuelles et de les transposer sur un plan plus universel. Quant à moi, je pense que oui. Je pense que le travail philosophique doit s'articuler sur ces deux axes-là, le soi et le monde, qu'on ne peut pas s'extraire d'une réflexion qui part à partir de soi et qui ne se contente que de cela, et on ne peut pas se penser, sans se penser à travers le prisme du monde, et on ne peut pas penser le monde sans partir de soi-même, dans une espèce de mouvement dialectique, hein, mouvement qui part à la fois de soi et des autres dans un incessant aller-retour. Alors, je vais vous lire un passage. Tout ce que je viens de vous dire, là, eh bien, je ne l'ai pas dit dans les vidéos précédentes. Je me souviens à peine de ce que j'ai dit dans les deux autres. Aussi, je dois rajouter, je vais faire une petite parenthèse, que je tiens quand même à vous dire. Il a fait, je vais vous lire deux passages, puis je vais vous dire deux choses. Alors, ce qu'il dit, il dit, émigrant de la culture populaire à la cité savante, je ne suis pas parvenu à un autre pays moins problématique que celui que j'avais quitté, son milieu d'origine, quoi. Depuis toujours, on ne mène pas une vie intellectuelle au Québec en poursuivant seulement des objectifs semblables à ceux qui retiennent dans les grandes cultures. Il faut aussi s'interroger sur les fragiles assises de son travail, sur une appartenance incertaine. Nous, dans mon métier de libraire de livres rares et d'anciens, on le ressent sans arrêt. C'est toujours tabula rasa, rasa. À chaque génération, on doit reprendre le fil. On doit toujours redonner de nouvelles assises. C'est éprouvant, c'est éreintant, et c'est un travail bien ingrat que de toujours reprendre les mêmes choses. Il y a quelques jours à ma librairie, un jeune intellectuel, Sébastien, qui peut-être se reconnaîtra, se blâmait de son manque de culture. Mais à 20 ans et à 30 ans, on a la culture qu'on reçoit, qui est un donné collectif. Et cela, ben, c'est le reflet de la société. On ne peut rien y changer. Je reste cependant effaré pour établir un parallèle. Combien les Européens qui, eux, ont grandi dans une culture riche, sédimentée, eh bien, parfois dédaignent cette culture-là. Nous, Nord-Américains, devons sans arrêt déployer des trésors de créativité, à la fois pour maintenir à peu près en l'état le maigre héritage que nous avons reçu, et en même temps le faire fructifier, cet héritage-là. Un héritage, c'est pas seulement qu'une chose qu'on reçoit et qu'on dilapide. Un héritage, c'est quelque chose qu'on doit faire croître. Et l'héritage intellectuel, l'héritage culturel en est un dont on doit se porter acquéreur dans un premier mouvement et qu'on doit faire déployer dans un second mouvement. Et dans les deux cas, ça demande dans les deux cas, ça demande de la combativité pour aller chercher, prendre acte et assumer les conséquences de cette prise d'acte-là. Alors, il se blâmait de manquer de culture, mais je dis, c'est normal. C'est ça ton travail, c'est d'aller la chercher au maximum dans un dépassement de soi nécessaire. Oui, donc une appartenance incertaine. Alors, il a écrit un texte en 1958 lors de son retour de Paris. Il a fait une communication dont le titre était « De quelques obstacles à la prise de conscience chez les Canadiens français ». Le mot psychanalyse s'y rattache déjà pour désigner analogiquement, bien entendu, un programme de travail. Alors ici, la deuxième petite parenthèse que je fais, c'est que Fernand Dumont et Guy Rocher ont été mandatés par le Parti québécois, lorsqu'il a pris le pouvoir en 1976, à élaborer ce qui est devenu la Charte de la langue française.
Et dans le communiqué annonçant la venue de cette charte, eh bien, il y avait des fautes d'orthographe, comme le note cocassement, de manière cocasse, Fernand Dumont, illustrant, selon lui, la difficulté, justement, que nous avons de parler cette langue française-là. Ah, on pourrait revenir aussi, parce que Michel Tremblay, lui, a, a cassé, d'une certaine façon, le carcan du bon parler qu'une certaine bourgeoisie avait imposé au reste du peuple. Il a brisé donc ce carcan-là, a fait une sorte de révolution sémantique, à la fois sémantique et sociologique, en donnant la parole à des femmes ouvrières, les héroïnes de Tremblay, en fait, les personnages principaux de ce grand dramaturge qu'est Michel Tremblay, sont des femmes ouvrières du bas de la ville de Montréal, ou du plateau Mont-Royal. Et d'avoir interprété, d'avoir incarné ces paroles-là de femmes qui n'en avaient pas de parole, mais qui en avaient une, mais qui n'avait pas été transposée culturellement, eh bien, était un geste de rupture sans précédent avec les vieux carcans du bon parler, qui est une façon aussi ce bon parler-là est une façon aussi de prendre des distances, soit de sa classe d'origine, parce que la bourgeoisie canadienne-française, on n'a pas beaucoup à gratter pour qu'apparaisse ici et là un cultivateur ou un paysan. Au Québec, nous sommes tous des parvenus, n'est-ce pas? Alors, il y en a qui s'en font en croire parce que ce sont des parvenus de deuxième génération ou de troisième, mais aux yeux de la gentry européenne, de l'aristocratie européenne, c'est de la limonade, là. Alors voilà, je vous lis ce qui est dit. Je prétendais que la culture canadienne-française laisse fâcheusement l'impression du sable mouvant et du marais stagnant, mais que c'est dans et par elle que chacun de nous doit opérer sa conversion à lui-même. Je dénonçais non pas seulement des pouvoirs, mais la dépossession de soi par une culture qu'il fallait transformer et non pas renier. Or, qu'avions-nous à notre disposition? Une espèce de système à deux faces nous servait de conscience historique. D'une part, un vieux nationalisme figé dans ses formules, et d'autre part, la négation du même nationalisme qui n'était que son envers. J'y voyais les deux variétés complémentaires d'une conscience malheureuse. Le passage à l'universel à partir d'une culture comme la nôtre se butait, à mon dire, à une double impasse. Il se cite lui-même ici. Pour s'universaliser, les nationalistes réclament un humanisme empreint d'une originalité définie comme un système. Les autres, ceux qui sont sortis de la coque nationaliste, tentent de passer directement à l'humain, sans médiation par la culture. Ils sont les hommes de nulle part. Petite parenthèse, oui, on le voit sans arrêt. Ces gens qui, ignorant leur propre culture de base, ou en ayant honte, hein, toujours dans ce prolongement-là de la culture malheureuse, deviennent des citoyens du monde, deviennent des citoyens qui sont découpés, qui sont déconnectés, dis-je, de leurs propres racines, et qui, comme le dit Guy Laliberté, le fondateur du Cirque du Soleil, deviennent des apatrides. Et cette condition-là d'apatrides leur convient fort bien, car elle leur permet d'échapper, qui à l'instar d'un petit voyage dans l'espace, leur permet d'échapper à la pesanteur ontologique de leur existence.
Certains par le besoin insatiable de se retrouver dans un univers culturel, hein, certains par le besoin insatiable de se retrouver dans un univers culturel, élargissent spatialement la conscience mythique aux limites du Canada tout entier, nous greffant d'un mythe supplémentaire qu'ils appellent la nation canadienne. Ici, c'est un passage très important. Et puis, très important, il y aurait tellement long à dire, mais simplement ce qu'on peut dire ici, c'est que oui, les nationalistes canadiens hein, ont créé avec toutes sortes d'idéologies qui s'y rattachent, là, le mythe de la nation canadienne, l'espace canadien. Mais aujourd'hui, beaucoup de poètes, d'écrivains, de philosophes, d'intellectuels québécois, sentant bien et constatant les limites de cet espace-là canadien, l'ont élargi à l'espace nord-américain tout entier. Ils sont devenus non plus des apatrides de l'intérieur du Canada, mais des apatrides de l'intérieur de tout le continent américain et ils relisent les récits de Joliette avec, avec les larmes aux yeux. D'où nous venait cette conscience malheureuse? Dans un raccourci historique téméraire, j'affirmais que, réduits pendant longtemps à des ressources culturelles restreintes, paysans et ouvriers n'avaient pas eu la faculté de concevoir des idéologies à la mesure de la collectivité. Tandis que par sa situation, la bourgeoisie professionnelle avait défini la nation et délégué à des historiens le soin d'élaborer une conscience historique. Notre conscience collective changeant, nous ne pouvions plus nous reconnaître dans cette représentation de nous-mêmes. Hein? Il dit ici, il se cite à nouveau dans ce texte paru en 58. La culture n'est actuellement ici qu'un destin, monnayé en bon parler français ou en solidarité canadienne. Il faut qu'elle redevienne un choix, non plus le choix sans cesse reformulé d'un groupe social du 19e siècle, mais celui de notre société d'aujourd'hui. Ce qui supposait, pensais-je, deux conditions. D'abord, nous redonner une autre histoire qui ne nous apprenne pas seulement que nos pères ont été vaincus en 1760 et n'ont plus fait ensuite que défendre leur langue, une histoire qui ne masque pas la naissance de notre prolétariat par un chapitre sur les écoles séparées. À cette première condition s'en rattachait une seconde, rendre la nation à la population tout entière pour que l'ouvrier, aussi bien que l'intellectuel, se reconnaissent dans un destin et des choix communs, dans le visage d'une patrie enfin devenue notre contemporaine. En espérant que cette quatrième vidéo puisse être correctement enregistrée, je vous souhaite une bonne journée. Vous connaissez la suite. Toutes les suites possibles.